Bonjour, il est midi. Je nous propose de commencer et en fait, il y aura certainement d'autres personnes qui pourront se joindre à nous. Euh, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Mon nom, c'est Nadia Ponce Morales. Mes pronoms, c'est elle ou she. Et en fait, je vous souhaite la bienvenue à cette série de webinaires. J'ai le grand honneur et le plaisir vraiment de donner le coup d'envoi au nom de mes collègues issus de 18 universités au Québec dans le cadre de notre projet En route vers la COP28. Les universités du Québec s'unissent pour le climat. Et en fait, aujourd'hui, c'est le premier d'une série de 6 webinaires gratuits pour faire rayonner les expertises à travers le Québec en matière de changement climatique, de transition climatique et surtout des solutions. Avant de poursuivre plus loin, j'aimerais d'abord reconnaître le peuple autochtone de tous les territoires sur lesquels nous trouvons aujourd'hui. Même si nous nous rencontrons aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, je souhaite vraiment prendre un moment pour souligner l'importance du territoire que nous considérons toutes et toutes comme notre maison. Euh, J'aimerais vraiment commencer par 2 phrases pour vous expliquer un peu les objectifs de nos webinaires. Dans le fond, on veut vraiment faire un survol du contexte qui a mené vers l'accord de Paris. On veut vraiment aider les grands publics, notre communauté étudiante et vraiment les personnes qui n'ont pas cette expertise à mieux comprendre les objectifs, le fonctionnement des COP, à nous familiariser avec les enjeux qui seront discutés avant, après et durant. Et aujourd'hui, en fait, on a vraiment la chance d'avoir 3 experts qui vont vraiment nous aider à démystifier le tout. Je vais céder la parole à Dominique Anglade, professeur associé et collègue de la direction de la transition durable à HEC Montréal. Mais avant, je vais aussi remercier le gouvernement du Québec pour son soutien financier pour ces projets. Et en fait, Dominique est diplômée de Polytechnique Montréal et elle est détentrice aussi d'un MBA de HEC Montréal et elle occupait plusieurs rôles de leadership au cours de sa carrière, notamment chez Procter Gamble, Nortel, McKinsey. Elle a occupé des postes de présidente directrice générale de Montréal International, ministre de l'économie, de la science et de l'innovation, et elle a été aussi vice-première ministre du Québec et chef du parti. Et on a la chance depuis septembre 2023 de l'accueillir comme professeur associé. Donc, je te cède la parole, Dominique. Merci beaucoup, Nadia, de cette présentation. Alors, bonjour à tous. Simplement, d'abord vous dire que je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et que je trouve cette initiative extrêmement intéressante et porteuse. D'abord parce que ça réunit évidemment nos universités, nos 18 universités québécoises. Et dans tout ce qu'on appelle cette transition écologique et sociale, la lutte au changement climatique, les adaptations qu'on doit faire, ben, les universités ont un rôle absolument privilégié à jouer puisque on est directement en lien avec toute la génération future, donc celle qu'on doit former aujourd'hui, mais également de manière fréquente avec la formation continue avec les dirigeants actuels de nos entreprises, de nos organisations, de nos institutions. Donc, pour moi, de pouvoir organiser un tel événement avec plusieurs collègues qui sont là et qui ont une expertise extraordinaire, je trouve ça particulièrement intéressant. La lutte au changement climatique, les adaptations qu'on doit faire, tout ce qui se passe aujourd'hui ont des conséquences directes sur la population, évidemment, mais on le dit souvent, on est peut-être dans une même tempête, mais on n'est pas dans le même bateau. Donc, beaucoup d'inégalités qui sont créées par ces changements climatiques, beaucoup d'inégalités qui sont créées par les changements au niveau de notre biodiversité et les populations vulnérables sont particulièrement touchées. Et on le voit, évidemment, lorsqu'on regarde ce qu'on communément plus appelé Global North, Global South, les différences entre les différentes régions, mais même à l'intérieur même des pays, comment les gens vivent les conséquences de ces changements-là et comment ce qu'on souhaite faire avec vous, c'est
de démystifier les thèmes, de faire en sorte que les gens comprennent davantage ce que ça veut vouloir dire COP28. Souvent, c'est un chiffre, c'est un mot, mais on ne comprend pas toutes les ramifications qu'il y a. Puis c'est l'objectif des échanges qu'on va avoir aujourd'hui. Je ne peux pas ne pas rappeler tout ce qu'on a vécu cet été, particulièrement au pays, au Canada, au Québec, des impacts pour nos villes avec des îlots de chaleur importants, des gens qui vivent de manière isolée dans des appartements qui sont chauds, pour lesquels il n'y a pas de climatisation. On peut penser à l'extérieur de nos grands centres, les feux de forêt, les sécheresses, les inondations, leurs conséquences sur l'occupation de notre territoire, mais sur la capacité pour nos communautés à être résilientes face à tous ces changements-là. Donc, tout ça, ce sont des enjeux que l'on souhaite aborder, notamment en traitant des thèmes de justice climatique, évidemment, la question des impacts sur nos forêts, nos océans, les systèmes agroalimentaires, mais également ce que peuvent faire les villes et pouvoir apporter des solutions. Alors, j'aimerais vraiment remercier tous ceux qui participent à ces webinaires. J'encourage les gens à se joindre de manière active, pouvoir échanger, que les échanges puissent être fructueux et puis qu'on en sorte tous collectivement grandis grâce aux discussions que l'on va avoir. Alors, merci beaucoup de l'organisation de cet événement. Merci aux participants. Et je cède la parole à celle qui va modérer ce panel, c'est Magali. Alors, à toi, Magali, de prendre la parole. Merci beaucoup, Dominique. Merci pour ce super mot d'introduction également. Ça met vraiment la table pour les 6 conférences qui nous attendent dans le prochain mois et demi. Alors, pendant que je vous présente le premier conférencier, Frédéric, je vous inviterai à préparer votre partage d'écran. Alors, Frédéric, aujourd'hui, nous parlera du contexte des COP dans une perspective scientifique et sociétale. Alors, M. Fabry est professeur agrégé au département des sciences atmosphériques et océanographiques et directeur de l'école de l'environnement Beeler à l'Université McGill. Il est également auteur de manuels sur l'utilisation du radar en météorologie. Frédéric Fabry enseigne la télédétection, le système terrestre et les changements climatiques, tout en étudiant les phénomènes météorologiques sévères et leur prédictabilité. Alors, Frédéric, je vous cède la parole. Bonjour à tous. Dans le contexte d'une série de présentations sur tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la COP28, je trouvais important de rappeler pourquoi nous avons des COP et qu'est-ce que ça mange en hiver. Je vais d'abord commencer par un facteur peu exploré, en plus de tout ce que vous connaissez déjà, la diminution des coûts de l'énergie en fonction du temps ce dernier siècle. Sur l'écran, on peut voir les coûts, la portion du produit intérieur brut, dans ce cas-ci en Angleterre, parce que c'est l'endroit où on a cette information, en fonction du temps depuis les années 1300 pour l'énergie. Et ce qu'on se rend compte, c'est que, essentiellement, pendant tout le Moyen Âge, durant notre société agraire, on avait essentiellement une grande partie de nos revenus, de nos efforts qui étaient pour générer le peu d'énergie dont on avait besoin pour faire de l'agriculture, pour faire de la production. Et que c'est à partir, pour le cas de l'Angleterre, à partir de 1700, pour d'autres pays un peu plus tard, quand on a commencé à utiliser des carburants fossiles, que les coûts de cette énergie sont devenus plus faibles. On a pu avoir plus de ressources et plus de temps pour faire autre chose. Et c'est ce qui a permis, entre autres, les changements dans l'agriculture, l'industrialisation, la globalisation. Essentiellement, la société telle qu'elle est aujourd'hui est une société qui est basée sur de l'énergie à très bon marché. On ne le pense pas nécessairement lorsqu'on remplit l'essence, mais quand il est moins cher de couper des arbres, de l'envoyer en Asie pour faire des meubles et de les racheter que de les fabriquer sur place, on se rend compte que l'énergie est relativement bon marché. Et ça nous a permis d'avoir d'abord beaucoup plus de ressources et on peut maintenant acheter plus et fabriquer plus. Et c'est ce qui nous amène à la spirale que nous avons en ce moment. Et une des choses que cette énergie à bon marché a pu faire, c'est d'avoir plus de temps, plus de possibilités. La population a pu augmenter et la consommation d'énergie aussi a explosé. Si on compare par rapport à 1800, on a par exemple une utilisation qui est de l'ordre de trentaine de fois plus d'énergie. Et cette énergie, on en a besoin sur demande.
Et la meilleure façon, pas nécessairement la meilleure façon, mais la façon la plus simple d'avoir de l'énergie sur demande, c'est d'utiliser des carburants fossiles, essentiellement charbon d'abord, pétrole par la suite plus récemment, puis gaz par la suite, qui composent à peu près 90% de notre consommation d'énergie aujourd'hui. Et cette utilisation, bien entendu, rejette des gaz à effet de serre, en plus de d'autres activités, mais on pense surtout à la consommation d'énergie. De ce fait, les émissions ont augmenté avec le temps et ça a mené à une augmentation de la concentration des gaz à effet de serre. On parle maintenant de températures qui sont 1,3 degrés plus élevées à peu près que le pré-industriel. Et essentiellement, ce qui va se passer par la suite va dépendre énormément de nous. Si on pense continuer de la même manière qu'on a fonctionné jusqu'à présent, les émissions vont continuer à exploser et en même temps, les températures vont continuer à exploser. Si par contre, on trouve un moyen pour ralentir ces émissions, on va pouvoir limiter plus ou moins ce réchauffement. Une des choses que cette crise a permis, c'est une évolution spectaculaire de la climatologie. Ceci étant dit, depuis 1990, les prévisions pour l'an 2100 sont à peu près les mêmes. On parle toujours de 4 degrés si on ne change rien. Et même en 1990, c'était ça. En 2021, c'est encore à peu près la même chose. Donc, si on ne fait pas un changement majeur dans notre mode de vie ou notre manière de produire de l'énergie, le réchauffement sera important à la fin du siècle et aura des conséquences multiples et parfois dévastatrices sur notre société. L'autre chose que je voulais rappeler, c'était à quel point la conscience environnementale du monde est quelque chose qui est relativement récent. Pour vous, peut-être 1960, c'est loin, mais pour beaucoup d'entre nous, ça reste du domaine de notre vécu. 1960, ce sont les premières œuvres environnementales, Printemps silencieux, Rachel Carson qui pointait le doigt sur l'effet des pesticides, sur la pollution. Les premières législations concernant la qualité de l'air datent de 1963 aux États-Unis. Les premiers ministères de l'environnement datent des années 70. Donc, 1970, formation de l'Environmental Protection Agency aux États-Unis. En 1971, le Canada était le deuxième gouvernement au monde à avoir un ministère de l'Environnement. C'est pour vous dire à quel point c'est relativement récent. En 1972, c'est devenu suffisamment important que les formations du programme des Nations Unies pour l'environnement. Les crises avaient tendance à être plus locales, mais déjà aux années 70, on s'est rendu compte des difficultés posées, par exemple, par les pluies acides, qui amenaient les pollutions des États-Unis vers le Canada et inversement. Et cette conscientisation au niveau public ainsi qu'au niveau gouvernemental a mené à la première convention internationale en environnement qui avait à voir à la lutte sur la pollution de l'air transfrontalière. On arrive aux années 80, les crises se multiplient, en particulier désertification du Sahel, la découverte de trous dans la couche d'ozone, qui ont mis encore plus à l'avant-scène les problèmes environnementaux. Et en particulier, le trou dans la couche d'ozone a mené à une conférence internationale, une série de conférences internationales parrainées par le Programme des Nations Unies sur l'environnement, le secrétariat de l'ozone, qui a, entre autres, résulté à ce qu'on appelle en 1987 le protocole de Montréal, qui a été signé en 1987 et ratifié en 1989 pour réguler les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. En 1992, on a eu droit au sommet de la Terre pour essentiellement commémorer le 20e anniversaire de la formation des Nations Unies, du Programme des Nations Unies sur l'environnement 20 ans plus tôt. Et dans ce contexte où on a fait une lutte relativement avec succès pour du moins qui commençait bien concernant l'ozone, on pensait de plus en plus au changement climatique et tout ça. Il y a eu 3 conventions internationales qui se sont formées à la suite du sommet de Rio.
La première, c'est la Convention des Nations unies pour combattre la désertification. On n'en entend pas trop parler, mais ça a à voir directement avec les problèmes qu'il y avait, entre autres, au Sahel, pour faire la lutte pour essentiellement permettre à ces populations de mieux pouvoir se nourrir. La Convention des Nations unies sur la biodiversité, qui s'est réunie à Montréal l'an dernier. Donc, si vous avez rappelé de COP15 qui s'est réunie en décembre, c'était une des conférences qui était reliée à cette convention. Et finalement, la Convention cadre pour les changements climatiques, qui est celle dont on fait plus de discussion aujourd'hui. Maintenant, quand il y a une convention, ou un traité international, il y a les parties du traité. Les parties, c'est essentiellement les signataires, donc ce sont les États. Donc, quand on parle des États, on parle de parties d'un traité. Et ces parties de traité se réunissent à l'intérieur de conférences de parties, donc COP, Conference of Parties, qui est l'organe décisionnel suprême de chaque convention. Et dans le cas de la convention cadre des changements climatiques, on en est à la 28e de ces conférences, d'où COP28. La réponse internationale au changement climatique en a été une de longue durée. Si on pense à la création du groupe d'experts international des changements climatiques de 1988, on parle déjà de quelque chose qui date de 35 ans, mais qui essentiellement s'est construit lentement avec le temps au fur et à mesure que d'abord le problème des changements climatiques est devenu plus pressant et plus clair, et aussi que la mécanique internationale a permis de pouvoir mieux répondre de manière politique, mettons, au changement climatique. En particulier, en 1997, on a eu la signature du protocole de Kyoto à la 3e conférence, qui lie juridiquement les pays développés à des objectifs de réduction des émissions. Donc, en 1997, on a dit, le Canada, vous devez réduire votre émission de 6% pour la période de 2008 à 2012 par rapport à 1990. Donc, c'était ce qu'on appelle la première période d'engagement de Kyoto, puis une suivante, etc. Et en fait, c'est là qu'il est important de rappeler la faiblesse de la gouvernance et du droit international. On pense au droit international, on pense aux Nations unies, mais la gouvernance et le droit international ne fonctionnent que par le consentement des États. On s'en est rendu compte lorsqu'il y a eu des grands procès internationaux. Si les États ne veulent pas participer, il n'y a rien qui se passe. Si un État ne veut pas faire quelque chose, il n'y a à peu près rien que des instances internationales peuvent faire directement pour contraindre un État. Un exemple, par exemple, de problème, si une partie échoue dans ses promesses et qu'elle est pénalisée, comment peut-on s'assurer qu'elle revienne à la table? Je vais donner un exemple très proche de nous. En 2011, le Canada s'est rendu compte qu'il allait manquer sa cible de Kyoto, que ça allait lui coûter 14 milliards. Alors, il a dit, vous savez, moi, je ne suis plus intéressé. Et dans un contexte où on a justement besoin que ces États, que Kyoto est un premier effort, qu'on a besoin que ces États continuent à contribuer à l'effort, c'est difficile d'aller les pénaliser, puis ensuite leur demander, OK, maintenant vous devez continuer. Le Canada est un exemple. D'autres pays n'avaient pas participé non plus. C'est un peu pour ça que l'accord de Paris en 2015 est peut-être un peu plus vague, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contributions qui sont déterminées de manière extrêmement spécifique, mais on a tendance à avoir des objectifs qui sont beaucoup plus aspirationnels. Donc, de quoi on parle quand on parle de l'accord de Paris? On parle d'essayer de contenir le réchauffement bien en deçà de 2 degrés et de faire tous les efforts possibles pour le limiter à 1,5. Donc, objectif aspirationnel, c'est ce qu'on veut pour tous. Pour ce faire, on veut plafonner les émissions dans les meilleurs délais. Aucune spécification encore. Mais on dit, par 2050, il faut vraiment qu'on réduise les émissions parce qu'essentiellement, pour revenir à ici, si on veut pouvoir limiter les températures à, mettons, 2 degrés, il faut absolument que les émissions qui sont en ce moment autour de 10 gigatonnes de carbone commencent à se réduire de manière drastique très rapidement.
Frédéric, encore quelques minutes. Parfait. Merci. Pour ce faire, on a des processus de financement. Les pays riches doivent fournir 100 milliards. On a des partages d'efforts, on a des mécanismes de partage d'efforts, des mécanismes de révision d'objectifs. Donc, on a toute une manière de faire des suivis qui fonctionnent essentiellement par bloc de 5 ans, où on a des soumissions, des engagements, puis à la fin, on regarde, on fait un bilan. Et 2023 sera une année où on va faire un bilan de essentiellement ce qu'on a fait. Et pour parler plus spécifiquement de la COP 28, je vais passer le bâton au professeur Annie Chaloux. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que Nadia avait eu des questions ou non dans le public? Non, pas encore, mais j'invite en fait l'auditoire à poser vos questions par écrit, puis on va pouvoir... Ouais. On peut passer des petites entre les conférences et les plus élaborées, on les traitera à la fin, après les 3 conférences. Donc, Annie, je vous invite à installer votre partage d'écran pendant que je vous présente. Alors, Annie Chaloux, aujourd'hui, nous parlera du fonctionnement des COP et des enjeux qui seront traités à la COP 28. Alors, à quoi peut-on s'attendre à la suite de cette conférence des parties? Alors, Madame Chaloux est professeure agrégée à l'Université de Sherbrooke et spécialiste des politiques climatiques canadiennes et québécoises et des négociations climatiques internationales. Elle dirige depuis 2019 la revue de vulgarisation scientifique, le Climatoscope, et elle continuera de nous expliquer tout sur les COP aujourd'hui. Annie, c'est à vous. Donc, merci à vous, merci Monsieur Fabry pour cette entrée en matière qui est pertinente puis qui est claire. Puis c'est intéressant d'avoir aussi une perspective globale quand on aborde ces fameuses questions des COP. Aujourd'hui, moi, ma présentation va tourner autour de 2 volets. Bon, surtout le deuxième, mais sommairement, je veux prendre quelques instants pour vous expliquer comment ça fonctionne une COP. C'est quoi une COP? Comment ça s'articule? Pour vraiment que vous compreniez son rôle dans l'univers de la gouvernance climatique mondiale. Et ensuite, on va aborder plus en détail, c'est quoi les enjeux qu'on doit suivre en vue de la COP 28. Donc, si on se pose la question à savoir comment fonctionnent les COP, probablement que maintenant, c'est un terme qui est familier. Donc, tout à l'heure, M. Fabry en a parlé, c'est les Conference of Parties, donc c'est les conférences des parties. Les COP, c'est donc des réunions annuelles qui ont lieu pour donner vie, pour mettre en application la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques et tous les autres traités et textes qui en découlent. L'idée, c'est que les États se sont dotés de cet outil-là, finalement, pour établir un processus de négociation qui permettrait de tenir compte de l'évolution de la science des changements climatiques, de l'évolution des connaissances scientifiques à cet égard-là, et de trouver des terrains d'entente pour surmonter les divergences et faire progresser la lutte au changement climatique. Il faut savoir, et tout à l'heure, M. Fabry l'a bien abordé, les COP, ce sont des événements qui ont lieu à chaque année. C'est une particularité des COP en changement climatique parce que sur les questions de biodiversité, ça a lieu aux 2 ans. Donc, on voyait aussi qu'il y avait peut-être une urgence supplémentaire à l'époque quand on instaurait les COP. Aujourd'hui, je crois que les gens en biodiversité envient l'efficacité, je me sens entre guillemets, là, des COP climat. Mais bref, dans ce qui nous concerne, ça a lieu chaque année depuis 1995. Et il y a un nombre important, extrêmement important de participants qui y assistent année après année. À Paris, par exemple, il y avait eu plus de 50 000 personnes qui avaient des accréditations seulement. Donc ça, c'est sans compter tous les autres qui gravitent dans l'univers climat qui s'étaient rendus à Paris. Et on estime que cette année, ce sera donc aux Émirats arabes unis la plus grosse COP de l'histoire. Donc, reste à voir combien de gens y assisteront. Par contre, il faut aussi avoir en tête que chacune des COP n'a pas le même objectif. C'est-à-dire qu'il y a des moments forts, la COP 3 à Kyoto qui a couché d'un protocole. On peut parler de la COP de Paris, la COP de Copenhague, par exemple. Mais au-delà donc de ces COP qui sont névralgiques parce qu'elles nous permettent d'avancer sur les questions de changement climatique, très souvent, la plupart du temps, et c'est le cas cette année, les COP visent vraiment à opérationnaliser les accords. Donc, la COP 28 va vraiment porter essentiellement sur certains volets spécifiques de l'accord de Paris. On cherche à préciser des volets
à mettre en œuvre certaines dispositions, créer parfois des nouveaux mécanismes. À la COP27, on a eu un nouveau mécanisme qui a été créé, donc qui était un mécanisme sur les pertes et préjudices. Je vais y revenir à la fin de ma présentation. Mais bref, c'est vraiment de se doter d'outils et de moyens pour rencontrer nos objectifs. Puis nos objectifs, c'est l'objectif qui est inscrit dans la Convention, qui est de stabiliser les émissions à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Donc, revenons vraiment à l'essence de la Convention et c'est ça qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Qui participe au COP? Eh bien, il y a évidemment les délégués des États. Donc, chaque pays apporte un nombre de délégués extrêmement important. Certains pays ont moins de moyens, et il y a donc moins de délégués qui y vont. Le Canada a une imposante délégation lorsqu'il va au COP. Le Québec également, il participe via la délégation canadienne et on sait que le gouvernement du Québec, il y a très souvent plus de délégués Québec que certains pays en développement. Donc, ça vous donne une idée de l'intérêt tout de même qui est porté au niveau canadien. Mais au-delà de ces parties-là, il y a aussi ce qu'on appelle des observateurs. Et ici, je vous donne une liste parce que ça a été une avancée quand même importante au niveau du droit international. C'est que en 92, avec le sommet de Rio, on a ouvert le dialogue, ouvert les négociations environnementales internationales pour que la société civile puisse y participer. Si bien qu'aujourd'hui, on reconnaît des groupes de la société civile qui peuvent participer comme observateurs et au COP. Donc, ici, il y a une liste qui est présentée de ces constituants. Donc, les bingos, c'est les entreprises, les industries, donc des lobbies d'industrie d'entreprises. Les NGO, qui sont les groupes environnementaux, les groupes d'agriculteurs, les Premières Nations, gouvernements locaux et municipal authorities. Certains gouvernements dans le Québec aiment moins cette appellation parce que le gouvernement du Québec souvent peut entrer dans cet élément-là. Les RINGO, les trade unions, donc les groupes syndicaux, pardon, les femmes et les groupes de jeunes. Donc, ce sont les constituants qui sont reconnus et peut-être que certains qui écoutent la conférence aujourd'hui, vous allez faire partie de ces observateurs-là qui vont assister au COP. Les COP, ça se déroule sur 2 semaines, donc du 30 novembre au 12 décembre cette année. Par contre, les négociations climatiques internationales se déroulent toute l'année durant. Il y a donc le moment fort où les grandes décisions sont prises, c'est lors de ces fameux événements, mais il y a aussi ce qu'on appelle des rencontres intersessionnelles. Donc, pendant l'année, il y a aussi des rencontres en vue de préparer l'agenda, préparer les discussions pour tenter toujours d'arriver avec des décisions lors de la COP. Et très souvent, ces rencontres-là ont lieu à Bonn, en Allemagne. Donc, c'est là où est situé le siège de la Convention. Rapidement aussi, simplement vous dire que les COP, donc, c'est des grands lieux où il y a des zones attitrées, des zones pour les négociateurs, des zones où il y a des conférences parallèles qui ont lieu. Ce qui est important de retenir de ces moments-là, c'est que c'est vraiment la planète climat à l'échelle mondiale, que ce soit les chercheurs, les groupes, les intervenants, les autorités municipales, les gouvernements, bref. C'est vraiment donc un moment fort pour toutes celles et ceux qui s'intéressent aux questions des changements climatiques. Donc, voilà rapidement là, sur le fonctionnement des COP. Maintenant, j'arrive à vous présenter la partie, bien sûr, qui m'intéresse le plus. Donc, de regarder avec vous quels sont les enjeux que l'on devra surveiller pour cette COP spécifique-ci, donc la COP 28, qui aura lieu à Dubaï. 4 principaux éléments qui seront traités. Donc, premier élément, c'est ce qui concerne l'atténuation, donc les réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendues, les questions d'adaptation au changement climatique, les questions de financement et les questions de pertes et dommages. Si on regarde le premier volet plus spécifique, donc l'atténuation, c'est une conférence qui est extrêmement importante. Tout à l'heure, M. Fabry l'a évoqué sommairement, mais cette année, en 2023, c'est là où on va déposer le bilan mondial. Il a été déposé en septembre dernier, mais c'est là où on va pouvoir mesurer l'écart de tous les engagements que les États ont faits et la réalité effective sur le terrain. Donc, l'idée de ce bilan-là, c'était d'évaluer tous les progrès qui ont été réalisés sur les questions d'atténuation, sur les questions d'adaptation et de financement, et d'identifier les lacunes
pour qu'on puisse trouver une avenue pour converger, pour atteindre l'objectif ultime de la Convention. Ce bilan global, il est fondamental parce qu'il sert de guide sur là où on doit aller pour lutter contre les changements climatiques. Il y a plus de 1600 documents de diverses sources qui ont été utilisés pour développer ce bilan-là. Et il y a eu aussi des consultations qui ont été faites à travers des scientifiques, des gouvernements, des villes, des entreprises, des agriculteurs, pour vraiment avoir le portrait le plus général, le plus global, pour qu'on puisse avancer sur la question des changements climatiques. Également, un autre élément qui est important sur la question de l'atténuation, c'est que l'année dernière, donc à la COP27, on s'attendait à ce que les parties déposent des contributions déterminées au niveau national, ce qu'on appelle des CDN, qui soient plus ambitieuses. Normalement, et tout à l'heure, on l'avait vu dans une des diapos, on estime qu'aux 5 ans, on doit revenir à la table avec des cibles toujours plus ambitieuses. Or, à Glasgow, on avait vu qu'il y avait un écart qui est encore trop important, donc on avait demandé aux partis de revenir à la table à dessin l'année suivante avec une cible renforcée, ce que fort peu d'États ont fait. Et donc, à nouveau, l'année dernière, on a réitéré cette importance-là que de nouveaux pays devraient fournir des cibles et des engagements plus ambitieux, sans quoi on risque de dépasser notre objectif qui était de limiter la hausse des températures à 1,5 degré ou nettement en dessous de 2 degrés. L'autre élément à surveiller, c'est celui qui concerne l'adaptation au changement climatique. Bien sûr, on le sait tout à l'heure, Mme Anglade l'a évoqué, les changements climatiques n'affectent pas de la même manière tous les pays et on a une pression énorme sur certains groupes parmi les plus vulnérables et on doit trouver des avenues pour s'adapter. Or, quand on parle d'atténuation, on est capable d'avoir des chiffres précis. On parle de moins de 2 degrés, 1,5 degrés Celsius, 450 ppm ou 350. On a des chiffres. Quand on parle d'adaptation, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à créer comme une idée claire de qu'est-ce qu'une société qui soit bien adaptée à un monde en constant changement. Et donc, on s'était donné comme objectif de mettre en place un programme d'action pour soutenir l'adaptation et d'arriver à un objectif global en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique. Donc, on verra cette année comment on parvient à collectivement se donner un objectif quand on parle d'adaptation au changement climatique. Il y a aussi, bien sûr, une autre question qui est pas importante associée à l'adaptation, c'est son financement. Parce que les pays qui sont les plus vulnérables ou les plus impactés par les changements climatiques ne sont pas toujours les pays qui ont le plus de moyens pour le faire. Donc, ça fait longtemps qu'on a mesuré dans les négociations climatiques un écart majeur entre le financement de l'adaptation et le financement de l'atténuation. Et on s'était donné comme objectif de doubler le financement lié à l'adaptation au changement climatique parce que l'idéal, et c'est ce qui est inscrit dans l'accord de Paris, il faudrait éventuellement parvenir à un équilibre dans le financement. C'est-à-dire qu'on finance à la même hauteur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre que l'adaptation au changement climatique. Donc, ce sera 2 éléments qu'on devra surveiller cette année. En ce qui concerne maintenant le financement, c'est, sans farce, le nœud de la guerre. C'est le point probablement le plus important parce qu'il se retrouve dans tous les autres thèmes. Mais d'une part, il y a un premier élément que je souhaite mentionner, c'est depuis 2009 qu'on s'est donné un objectif qu'à compter de 2020, les pays devaient contribuer à la hauteur de 100 milliards par année et qui formerait une somme plancher annuelle qui devrait être appelée à augmenter par la suite. Ce chiffre-là a été réitéré dans les décisions qui étaient associées à l'accord de Paris. Donc, on disait qu'en 2020, on devait avoir une somme plancher de 100 milliards. Et malheureusement, les pays développés, notamment, ont failli à la tâche. Jusqu'à maintenant, on pense qu'on devrait atteindre la somme plancher en 2023, donc cette année. Reste à voir si les calculs sont bons. Et quand on parle de financement, il y a tout un débat entre quand on prête de l'argent, est-ce que ça fait partie du 100 milliards ou si ce sont des dons? Ce sont des débats qui sont extrêmement importants. Et il faut aussi comprendre que 100 milliards, c'est pas grand-chose. Très souvent,
la petite blague que je fais pour dire 100 milliards, ben sachez que c'est à peu près 10 troisième lien. Donc, sur la scène internationale, pour lutter contre les changements climatiques, on se rend compte que la somme est quelque peu dérisoire. Une fois qu'on a dit ça, cette année, donc, on a comme objectif notamment de respecter ce 100 milliards, mais il va aussi y avoir des discussions sur comment on reprend le retard qui a été fait, parce que c'est une question de confiance des pays en développement. Ils sont prêts à en faire plus, ils souhaitent en faire plus, mais si les pays développés, qui sont les principaux émetteurs historiques de gaz à effet de serre, les principaux contributeurs, et c'est ceux qui ont la capacité de faire face au changement climatique, s'ils ne respectent pas leurs propres engagements en financement, comment on peut s'assurer que les pays en développement le fassent? Donc ça, ce sera un enjeu à suivre. Et aussi… Annie? Oui? Quelques minutes encore. Parfait. Merci. Et ensuite, le dernier volet, c'est aussi, on va commencer les négociations sur la nouvelle cible de financement post-2025. C'est-à-dire que on s'était donné une cible de 100 milliards à partir de 2025 jusqu'à 2030. Quelle courbe ascendante sera prise? On voyait dès l'année dernière des chiffres de certains pays qui évoquaient 1000 milliards de dollars d'ici 2030. Vous comprenez qu'il y a un écart qui est assez majeur entre ce qui est donné actuellement. Donc, il reste à voir comment on arrivera à un chiffre qui est réaliste, mais qui tienne compte vraiment des impacts que les pays riches ont envers les pays en développement. Et finalement, le dernier point, c'est un des enjeux les plus récents, mais qui est extrêmement important. Les pertes et préjudices, pour vous faire juste une histoire courte, c'est en fait lorsque l'adaptation ne tient plus. C'est-à-dire que un pays qui, par exemple, vit de manière systématique des bouleversements climatiques extrêmes rapides. Par exemple, trois ouragans de catégorie 5, alors que normalement, il y en aurait un aux 50 ans. Ben, comment un petit pays peut se relever après ça? Comment, par exemple, on parle aussi de problèmes qui sont à plus longue échelle. Par exemple, la salinisation des nappes phréatiques qui se font dans la longue durée, la désertification. Et ça, en fait, parfois, l'adaptation, on n'est plus capable de s'adapter. Et ce que les pays en développement demandent, et ça, c'est une question de justice climatique, c'est on doit financer et aider les pays, par exemple, ou les populations à se relocaliser à l'extérieur. Quand on assiste, par exemple, à une hausse du niveau des mers, puis qu'il y a des villages qui disparaissent littéralement, qu'est-ce qu'on fait? Et pendant longtemps, ça a été un enjeu important parce que les pays riches ne voulaient pas voir apparaître cet élément-là parce qu'ils ne voulaient pas constituer un lien causal entre leurs émissions de gaz à effet de serre et les impacts vécus par ces pays, les pays les plus vulnérables, les pertes et dommages. Et là, ben, ce qu'on a décidé de faire, c'est de casser un peu ce lien de causalité, mais de tout de même reconnaître cet enjeu-là. Et on a accepté l'année dernière de créer un fonds. Là, on sait juste pas comment ils vont fonctionner. On sait juste pas c'est quoi les montants. Et donc, cette année, on devrait arriver à la table pour voir, ben, à quoi ressemblerait un fonds sur les pertes et dommages. Et on veut s'assurer que ce soit pas le même argent qui est utilisé pour l'adaptation et l'atténuation. Donc, on veut que ce soit du nouvel argent qui est investi. Plusieurs façons qu'on pourrait voir. Est-ce que, par exemple, ça peut être une taxe sur les transactions financières internationales? Est-ce que ça pourrait être… Bon, il y a plusieurs possibilités de réfléchir. Est-ce que des gouvernements aussi non centraux pourraient le faire? Est-ce que, par exemple, le Québec pourrait financer la question des pertes et dommages? Donc, c'est là où on peut innover au niveau de la lutte au changement climatique à l'échelle globale. Fait que je m'arrête ici parce que le temps file, mais je pourrai répondre à toutes vos questions par la suite. Merci. Merci, Annie. Il y a une petite question, je vais aller voir. Est-ce que, très rapidement, là, qui gère les fonds et quels sont les mécanismes de distribution? Pendant que tu réponds, Joseph, je t'invite à partager ton écran. En fait, il existe une pluralité de fonds. Il y a des fonds pour l'adaptation, des fonds verts pour le climat, il y a des fonds qui sont constitués par les États qui, eux, ciblent directement de l'aide bilatérale, par exemple, qui est faite. Quand ce sont des fonds qui sont multilatéraux, ça va être géré, par exemple, par un certain nombre de pays développés et en développement qui vont déterminer qui sont les récipiendaires de l'aide. Donc, c'est extrêmement varié. C'est d'ailleurs, si je reprends la question des pertes et dommages, ce sera un enjeu qui est très important de savoir qui détermine quels pays ont droit. Donc, là, ça aussi, ça va faire partie des discussions. Est-ce que ça va être des comités paritaires entre un certain nombre de pays développés, un certain nombre de pays en développement? Les pays développés, ben, c'est évident qu'ils veulent toujours être à la table s'ils donnent l'argent parce qu'ils veulent
ils ont des craintes parfois de corruption ou de mauvaise gestion. Les pays en développement se disent, ben là, c'est nous qui subissons les conséquences, c'est nous qui sommes les plus à même de décider quel programme peut être pertinent. Donc, ils veulent eux aussi être à la table. Donc, c'est un enjeu qui est pas simple. Puis, on parle aussi de milliards de dollars. Donc, on comprend les inquiétudes de part et d'autre. Mais donc, à chaque fonds, sa méthode, sa mécanique est différente. Et dans tous les cas, très souvent, là, il y a des deux catégories d'acteurs qui sont impliqués. Super. Merci, Annie. Alors, on poursuit maintenant avec Joseph El-Khoury qui nous parlera de la mobilisation de la société civile pour la carboneutralité. Alors, M. El-Khoury enseigne la responsabilité sociale des entreprises, le développement durable et l'innovation sociale à HEC Montréal. Il est aussi chargé de projet en entrepreneuriat social au pôle IDEOS, toujours à HEC. De plus, il travaille sur des mandats de consultation auprès de municipalités et organisations paramunicipales pour le développement de politiques publiques en développement durable et stratégie d'impact. Alors, Joseph, c'est à vous. Super, merci beaucoup Magali, très heureux d'être parmi vous. Ce que je vais partager avec vous, en fait, c'est vraiment le fruit de mes études au doctorat que j'ai complété il n'y a pas très longtemps, qui a porté sur le rôle des mouvements sociaux de la société civile dans la transition vers des villes carboneutres. Alors, c'est vraiment un condensé de ce qui est ressorti de plusieurs années de recherche. Je me suis intéressé à la politique urbaine de la décarbonation et comment la société civile, les organisations citoyennes peuvent influencer les politiques publiques urbaines pour accélérer ces transitions vers des villes carboneutres. Et j'ai pris, comme vous voyez ici sur l'image, Montréal comme terrain de recherche. Alors, j'ai eu un intérêt en fait pour cette thématique-là, ces enjeux, vraiment à l'époque de l'accord de Paris. Il y avait beaucoup d'excitation, beaucoup de momentum, il y avait une effervescence à l'époque autour de cet accord historique-là. Et ce qui m'intéressait particulièrement en tant que quelqu'un qui se considérait comme un activiste climatique impliqué dans plusieurs initiatives citoyennes de transition à Montréal, comment est-ce qu'on peut prendre cette effervescence-là au niveau qu'on voyait au niveau de la COP? Comment est-ce qu'on peut faire atterrir les choses? Comment on peut faire atterrir l'accord de Paris vraiment sur le terrain, sur le territoire montréalais? Je me posais des questions autour de quels sont les chemins de transition qui pourraient faire de Montréal une ville carboneutre d'ici quelques décennies. Et puis encore une fois, comment est-ce que les mouvements sociaux doivent s'impliquer dans ce travail-là, puis quel est le rôle des mouvements sociaux, etc. C'était un peu le problème vicieux en quelque sorte, qui est toujours d'actualité bien sûr, et à l'époque au tournant de 2015. Pour la première fois, la COP de Paris nous disait, tout le monde était d'accord qu'il y avait cette urgence climatique, qu'il fallait accélérer les choses. Alors c'était vraiment au niveau de cette accélération-là que on se posait beaucoup de questions et qu'on se pose encore bien sûr beaucoup de questions. Et que ça, c'était le contexte de cette recherche-là. Fondamentalement, les questions urbaines qui remontent de la société civile sont les questions suivantes. Elles ne sont pas exhaustives, bien sûr, mais en fait, quelques-unes qui sont importantes. Déjà, qu'est-ce qu'est la ville? Qu'est-ce qu'on veut dire par une ville? Qu'est-ce qu'on veut dire par la cité? Parce que c'est la même chose qu'une ville. Qu'est-ce que l'urbanisation? Est-ce que c'est la même chose que la ville? Est-ce que c'est la même chose que la cité? À qui appartient la ville ou la cité? Qui a le droit à la ville? La ville, jusqu'à quel point, jusqu'à quel degré est-ce que c'est un bien commun? Jusqu'à quel point est-ce que c'est un bien privé? Comment ces deux visions de la ville s'entrechoquent au quotidien, notamment dans une perspective de lutte au changement climatique? Qui sont les acteurs, les groupes, les parties prenantes, les individus, les communautés qui gagnent ou qui perdent quand on développe la ville, quand on cherche à décarboner la ville? Et puis, en gros, fondamentalement, comment est-ce qu'on peut bâtir une vision pour la transition de Montréal vers la carboneutralité 2050? Alors, pour essayer de démêler ces questions-là, suite à l'accord de Paris en 2015, je me suis intéressé à une organisation climatique
qui est la Coalition Climat Montréal, qui était en émergence déjà en 2014, qui commençait à se préparer. En fait, c'était un groupe de 4-5 citoyens, citoyennes montréalaises qui voyaient l'accord de Paris arriver. Ben, en fait, la COP 15, la COP à l'époque, excusez, c'est déjà il y a 8 ans là, fait que la COP 10, c'est ça. Qui voyaient ça arriver et qui se disaient, ben, peut-être qu'on est vraiment à l'aube de quelque chose d'historique et comment est-ce qu'on peut déjà se mobiliser pour capitaliser sur ce momentum avant l'accord de Paris. Alors, cette coalition, je la vois vraiment comme, en fait, le fruit de la COP de Paris, de l'accord de Paris. Alors, on voit en fait comment les COP peuvent catalyser, stimuler, créer un momentum sur le terrain. Alors souvent, peut-être qu'on peut être assez cynique par rapport à ce qui ressort de ces accords internationaux, mais quand même, il y a en anglais, on appellerait ça, excusez mon anglicisme, un spillover, un effet qui va se déverser en fait d'un niveau de gouvernance internationale vers une échelle beaucoup plus locale sur les territoires. Et on voyait ça vraiment à Montréal au tournant de 2014-2015. Alors, plus spécifiquement, cette coalition Climat Montréal, qui maintenant existe depuis 8 ans, sa vision, c'est de faire de Montréal une ville carboneutre d'ici le 400e anniversaire de la ville de Montréal, qui est 2042. Alors, on peut se poser des questions, ben pourquoi 2042 dans une perspective autochtone, on dirait que la ville de Montréal est beaucoup plus âgée que 400 ans. Bref, en fait, c'était un genre de vision politique pour un peu créer de l'ambition, de dire, on entend beaucoup la vision de 2050, mais est-ce que nous, ici à Montréal, est-ce qu'on peut être plus ambitieux? Est-ce qu'on peut réaliser la carboneutralité avant d'autres villes au monde? Est-ce qu'on peut être une référence au niveau mondial? Est-ce qu'on peut montrer le chemin de la transition vers des villes carboneutres? Et la vision, c'est de dire, si on veut travailler sur cette vision-là, ambitieuse, ben, il va falloir influencer les décideurs politiques, il va falloir influencer les organisations de tous les secteurs de la société, il va falloir influencer les institutions et influencer les citoyens et citoyennes de manière très concrète, de manière très audacieuse pour réaliser cette carboneutralité. Puis vous allez m'excuser, je réalise que cette diapo, c'est la version en anglais que j'ai pas eu le temps de traduire. Alors, la mission de la Coalition Climat Montréal, c'est de créer un réseau qui va développer de la connaissance locale, parce qu'on a quand même beaucoup de recherches qui nous informent sur les enjeux climatiques, mais des données, de la connaissance plutôt au niveau mondial, au niveau international. Comment est-ce qu'on doit développer de la connaissance qui est ancrée sur les territoires au niveau local? Rendre le développement de la connaissance, de la science, quelque chose de beaucoup plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde, et puis de la science climatique qui puisse nous amener à l'action et que ce ne soit pas juste de la science climatique pour le domaine de la recherche et des scientifiques que souvent on a de la misère vraiment à traduire dans l'action pour les citoyens et citoyennes. Et surtout de la connaissance, encore une fois, qui va être capable d'influencer nos pratiques en tant qu'acteurs de changement, peu importe qu'on vienne du secteur public, secteur privé ou secteur communautaire, et bien sûr de la science ancrée au niveau local qui va influencer les politiques locales. Alors là, on est beaucoup à l'échelle municipale. Alors, beaucoup de ces mouvements sociaux climatiques, notamment cet exemple de la coalition Climat Montréal, ont identifié le niveau municipal comme un levier fondamental pour accélérer la transition vers la carboneutralité. C'est bien beau des accords internationaux, c'est bien beau des ambitions nationales, même provinciales, mais où se retrouve la gouvernance, le système politique et les citoyens, le point de contact se fait beaucoup au niveau des municipalités. Alors, de plus en plus ces dernières années, le municipal, la politique municipale est un levier fondamental pour concrétiser la transition. Et bien sûr, en fait, les valeurs d'une organisation comme celle-ci, c'est ancré dans la justice climatique, comme on était en train de le mentionner, puis comme Dominique le mentionnait au début du webinaire, c'est qu'il y a des injustices systémiques. Puis comment est-ce qu'on prend en compte ces injustices-là quand on travaille sur la transition?
Alors, comme je mentionnais, cette organisation a émergé en 2014, a été incorporée en 2016 suite à l'accord de Paris. En fait, grâce à cette coalition-là, grâce à des citoyens engagés, ils ont forcé la ville de Montréal en 2015, fin 2015, début 2016, vraiment au moment de l'accord de Paris, euh, de, euh, de mettre en place la plus grande consultation publique initiée par des citoyens et citoyennes dans l'histoire de Montréal. Ça reste la plus grande, la plus importante des consultations publiques. Euh, qui a impliqué plus de 60 organisations, plus de 2000 sympathisants, sympathisantes. Il y a eu une déclaration pour la carboneutralité de Montréal qui a été signée par plus de 1000 signataires, une centaine de bénévoles et en fait, très intéressant, 36 ambassadeurs, ambassadrices qui représentent une diversité de communautés montréalaises et différents secteurs de l'économie qui chacun et chacune dans leur communauté respective, dans leur secteur respectif, agissent comme des ambassadeurs climatiques pour mobiliser leur communauté, mobiliser leur secteur. Alors, par exemple, on avait quelqu'un qui représentait, mettons, la santé publique. On avait des gens qui représentaient l'ordre des architectes. On avait des représentants des communautés religieuses, que ce soit musulmanes, chrétiennes, juives, bouddhistes. On avait des représentants des aînés dans la population. Alors, c'était vraiment de dire, au sein de chaque communauté montréalaise, au sein de chaque secteur, il y a des gens qui veulent œuvrer de manière ambitieuse pour accélérer la transition. Comment est-ce qu'on peut les amener ensemble, les fédérer, créer un réseau au niveau de Montréal pour vraiment entamer ce travail-là et faire en sorte que l'accord de Paris ne reste pas juste un accord ambitieux sur papier au niveau international, mais qu'on puisse vraiment le traduire concrètement au niveau du territoire montréalais. Alors, je me suis impliqué dans cette coalition-là en tant qu'activiste, en tant que chercheur, en tant qu'un chercheur activiste, un rôle un peu atypique peut-être. Et je ne vais pas nécessairement m'attarder sur tout ce qui a émergé de cette expérience-là pour moi, mais en gros, ce qui a été identifié en quelque sorte, c'est que beaucoup de ces organisations climatiques au niveau local qui cherchent à influencer les politiques municipales, ils ont un rôle qu'on pourrait appeler un rôle de chien de garde et de chien de guide. Dans le sens que quand il y a des projets qui ne cadrent pas avec la transition pour la carboneutralité, ils vont avoir ce rôle de chien de garde, de dire attention, on va hausser les drapeaux rouges. Ici, il y a des projets de développement urbain qui ne cadrent pas avec une vision ambitieuse de carboneutralité. Et ils vont s'opposer à ces projets-là. Ils vont utiliser plusieurs leviers, que ce soit politique, que ce soit mobilisation citoyenne, que ce soit éducation, sensibilisation, recherche, pour mettre en lumière les enjeux sur différents projets urbains qui ne cadrent pas avec la transition. Mais en même temps, ils vont pas juste s'opposer à des projets. Ils vont aussi informer de nouveaux projets qui devraient être mis en place pour accélérer la transition. Alors, ils ont aussi ce rôle de chien de guide, d'utiliser la recherche scientifique, de la contextualiser, de la simplifier, si je pourrais dire, ou de la vulgariser pour dire qu'est-ce que nous dit la science concrètement par rapport au territoire montréalais. De créer de la connaissance locale entre citoyens, citoyennes, élus municipaux, élus provinciaux, élus fédéraux aussi, avec des groupes de recherche, avec des organisations du secteur privé, avec des groupes communautaires, etc. Alors vraiment, de créer des initiatives intersectorielles avec une diversité de parties prenantes pour créer de la connaissance locale. Et surtout, ils vont prendre position non pas d'un point de vue politique, c'est qu'ils vont pas nécessairement appuyer certains partis politiques versus d'autres partis politiques, mais ils vont prendre des positions sur des enjeux. De dire, nous, on va prendre position sur des enjeux. Si parfois, il va y avoir certains partis politiques qui vont rejoindre un peu notre position, nous, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu n'est pas au niveau de la politique, mais ce sont des positions politiques dans un sens des enjeux. Alors, par exemple, oui. En quelques minutes, s'il vous plaît. D'accord. Alors, en gros, ce qu'on a vu, c'est que une coalition citoyenne comme celle-ci, ce qu'elle fait, elle nous permet de co-développer de la recherche et de la connaissance, encore une fois, au niveau ancrage territorial, au niveau local.
nous permet d'influencer, de dialoguer, de créer des discussions importantes avec les élus municipaux, de se pointer au conseil municipal chaque mois, au niveau des conseils d'arrondissement, vraiment de talonner, si je peux dire, les élus municipaux à créer des discussions sur la transition. Ils vont aussi éduquer, sensibiliser leurs concitoyennes, concitoyens à s'engager pour une transition ambitieuse, les éduquer sur comment influencer les élus municipaux, travailler au niveau médiatique, que ce soit réseaux sociaux ou médias de masse, pour cadrer la transition écologique d'une certaine manière ambitieuse, encore une fois, et puis surtout aussi de mettre en place des stratégies dans le sens, c'est pas juste une question de savoir qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour accélérer la transition, mais il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Ne pas faire certaines choses, ce sont des stratégies de la même manière qu'une stratégie qui propose une action. Alors en gros, si on veut un peu schématiser ça, une organisation de la société civile qui crée des conversations importantes, dialogiques avec les élus municipaux, en parallèle, facilite une implication citoyenne de la part des citoyens pour que ensuite on mobilise une masse critique qui va mettre encore plus de pression sur le municipal. Tout ça balisé et, je dirais, travaillé à travers des stratégies de médias et de communication importantes. Et encore une fois, comme je disais, avec aussi, en gardant en tête qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour ne pas aggraver le problème. Alors vraiment, c'est de l'entrepreneuriat politique pour la neutralité carbone afin de co-développer ce qu'on pourrait appeler de la sagesse pratique, une forme de connaissance qu'on va pas nécessairement avoir du milieu académique, mais qu'on va créer, co-créer entre le milieu académique et l'expérience citoyenne pour les transitions urbaines. En gros, ces acteurs de la société civile, ce sont des entrepreneurs de politique publique, ce sont des articulateurs de problématiques, ce sont des entrepreneurs politiques, ce sont des facilitateurs de processus et des entrepreneurs technologiques et d'innovation sociale. La coalition Climat Montréal a eu tellement un impact intéressant au niveau de Montréal qui s'est créée, qu'elle a inspiré l'émergence d'un réseau pan-canadien de 36 associations climatiques locales qui œuvrent aujourd'hui dans plusieurs villes canadiennes pour travailler avec les élus municipaux afin d'accélérer la transition des villes canadiennes vers la carboneutralité. Je vous invite à aller explorer ça sur le site du Climate Reality Project. Je vous remercie. Un grand merci, Joseph, Annie et Frédéric. Est-ce qu'il y avait des questions du public, soit pour Joseph ou pour un ou l'autre des conférenciers, avant qu'on passe à la discussion avec les questions qu'on a préparées? N'hésitez pas à les écrire dans le chat. En attendant, s'il y en a qui vous viennent à l'esprit, moi, je vais commencer. Alors, la première question que je vous lancerai à tous les trois, c'est, on en discutait un petit peu avant que le webinaire commence, mais comment faire, parce que le public a souvent l'impression qu'il y a un manque d'avancement avec les COP. Pourquoi on continue à les organiser, puis pourquoi c'est important? Est-ce que, Annie, tu veux te lancer? Je peux commencer. En fait, les COP, il faut les voir comme des moments que je dirais qui sont essentiels, qui sont fondamentaux, mais que ce sont des moyens. C'est des moyens pour arriver collectivement à quelque chose. Les COP servent, par exemple, à créer des normes sociales. Un exemple que je trouve très marquant dans les 5-6 dernières années, c'est quand on prend le temps de lire l'accord de Paris, et vous pourriez faire cet exercice-là à la maison, et que vous lisez c'est quoi l'objectif de l'accord de Paris. L'objectif, c'est à l'article 2. On dit qu'on vise à réduire les émissions pour être nettement sous les 2 degrés et idéalement 1,5. Donc, si on s'en tient à ça, ce serait ce qui est important à retenir. Dans les années qui ont suivi cette COP-là, on a mandaté le GIEC de faire un rapport spécial sur le monde à 1,5 et le monde à 2 degrés. Et à partir de ce rapport-là qui a été publié, si ma mémoire est bonne, en 2018, après ça, les pays ont arrêté de parler, ou presque, de l'univers du 2 degrés, et collectivement, on s'est habitué à l'idée que finalement, ce qu'il fallait faire, c'était lutter contre un monde à 1,5. On a donc poussé une nouvelle norme sociale qui est la quête du 1,5 degré.
Et pourquoi je dis que c'est important? C'est parce qu'à chaque année, depuis, on parle toujours du 1,5. Écoutez les médias en parler. C'est tout le temps le chiffre qui est maintenant véhiculé. Mais si on revient à la norme initiale de 2015, c'était pas ça qui est indiqué. Et donc, les COP sont des moments annuels où on peut pousser un agenda politique, qu'on oblige les décideurs aussi à faire patte blanche. Souvent, les groupes de la société civile vont notamment demander aux États de rendre des comptes. Donc, ça nous permet de voir ce qui va bien, ce qui va moins bien. Ça crée un momentum. Ça oblige à mettre de l'avant certaines choses, à faire des engagements. Donc, c'est pour ça que j'ose dire que ce sont des événements qui sont extrêmement importants. Il n'y a rien comme des rencontres de corridor pour faire avancer un dossier. C'est faux de penser que Teams ou Zoom est capable de tout faire ça en lui-même. Donc, c'est normal que ça se déroule comme ça. Mais faut pas y voir non plus, si cette année on n'aboutissait pas à ce qu'on voulait, c'est pas une fin en soi. Il faut retourner chez nous et continuer le travail pour aussi là pousser les nouvelles normes sociales et amorcer des changements. Donc, c'est vraiment un moyen là, pour arriver. Puis c'est peut-être ça l'erreur aussi qu'on fait. On se dit, les COP devraient se traduire par des actions, des solutions. Frédéric, je vois que vous avez ouvert votre micro. Je vous passe la parole. Oui, pour faire un lien entre ce qu'Annie vient de dire et la présentation de Joseph, une des questions qui m'a toujours, pas nécessairement fasciné, mais je me suis posé toujours la question, pourquoi est-ce que les villes semblent plus aptes ou plus prêts à faire face au changement climatique que les provinces ou que les pays? Et une des choses qui m'a frappé lorsque j'ai assisté à une conférence climatique à Montréal, c'est le fait que les villes ont généralement à faire face à des problèmes très spécifiques, alors que les gouvernements doivent faire plus des politiques qui sont tendance à être un peu plus nébuleuses et par conséquent beaucoup plus difficiles d'abord à former et à appliquer. Quand la ville de Montréal ou quand une ville, par exemple, Miami Beach, doit faire face à des inondations régulières puis qu'ils doivent se dire on va devoir construire des systèmes pour faire face au changement climatique, elles n'ont pas le choix. Elles sont obligées de travailler. Quand la ville de Montréal se rend compte qu'il y a des problèmes spécifiques d'îlots de chaleur, qu'elle a des responsabilités sur les normes des édifices qui peuvent aider à diminuer la consommation d'énergie, qu'elle a des rôles sur le transport. Ça devient d'un côté plus facile, ça devient des problèmes plus que des politiques. Et les problèmes, ce sont des choses que les villes ont l'habitude, je dirais, d'avoir à faire face. Et ça permet en même temps de faciliter l'action des ONG ou d'autres acteurs qui veulent pousser les villes dans certaines directions. Ceci étant dit, il y a des villes qui sont de meilleurs acteurs que d'autres. Je suis content de ce que Montréal est une des villes qui semble être plus en avant que plusieurs autres. Mais ceci étant dit, ça va sembler un peu traître de dire ça, mais je trouve la tâche est plus facile, au moins plus claire pour les villes de faire face au changement climatique qu'elle l'est pour les gouvernements de plus haut niveau. Oui, les gouvernements font les orientations. Tout à l'heure, Annie parlait des normes. Donc, c'est quelque chose qui est plus administratif et politique. C'est le mot qu'on a employé tout à l'heure. Est-ce que, Joseph, tu voulais rajouter quelque chose ou tu préfères te lancer à la prochaine question? Je pense que je prendrai la prochaine question. Parfait. Alors, on se demandait aussi, est-ce que vous croyez que les COP sont un bon outil pour arriver à limiter la hausse des températures? Est-ce que, Joseph, tu te lances? Oui, mais je dois dire que à la base, j'ai quand même un certain scepticisme par rapport à ça. Mais en même temps, je pense que dans un contexte d'urgence climatique, c'est sûr que tous les paliers de gouvernance ont leur rôle à jouer, puis qui s'impactent mutuellement. Alors, je mentionnais tout à l'heure au début de la présentation que l'accord de Paris avait créé un momentum que ensuite on a vu les fruits de ce momentum au niveau local durant les années qui ont suivi. Et que ce momentum, il a été initié par cet accord-là. Est-ce que ce sont ces accords-là, ces COP-là qui vont nous sortir en fait, qui vont tout régler au niveau planétaire? C'est sûr que non, mais ils ont leur rôle à jouer. Ce sont des
comme on dit, comme on le mentionnait aussi, on devient plus ambitieux. Plutôt que de parler de degrés, on parle de 1,5 degré. Mais c'est sûr que si ensuite tout ça ne se traduit pas à des échelles plus bas, ça reste des accords sur papier. Alors, euh, c'est à nous, acteurs sur le terrain, que ce soit société civile, secteur privé, secteur public, de reprendre la balle et de pouvoir agir euh, sur les COP, sur les accords internationaux. Euh, Fait que finalement, ça prend une diversité de stratégies qui doivent converger à plusieurs paliers de gouvernance pour être capable de s'en sortir. Je ne sais pas si jusqu'à quel point ça répond un peu à la question. Oui, je trouve ça super intéressant, tout à fait. C'est vraiment tout à fait, Annie a dit le mot opérationnalisation. Puis je me souviens quand j'ai commencé mes études en développement durable, c'était le mot qui revenait tout le temps, au point où c'était presque pas une caricature, mais finalement, c'est vraiment ça le nœud de la guerre, de faire le lien entre les politiques très globales d'État puis l'opérationnalisation sur le terrain. En même temps, si je peux rajouter peut-être deux choses. En même Oui. temps, parfois, je suis personnellement étonné de peut-être ce qui me semble à moi être un manque peut-être de sensibilité dans la manière qu'on organise les COP, dans le sens qu'on en a vu des COP passées où la société civile était bien marginalisée. Euh, et, et malheureusement, ça envoie des signaux qui sont pas encourageants. Surtout à la population, aux citoyens, citoyennes qui s'engagent à la lutte climatique. Comment ça veut dire, pour moi, c'est inconcevable que on a des COP comme ça, puis qu'on marginalise des représentants de la société civile qui devraient être, en fait, qui doivent être au cœur de ces COP-là. Et là, on les marginalise. On a vu des COP où quasiment on les attaquait physiquement. Et en même temps, je pense qu'il y a une question qui a été posée. Je veux pas gérer les questions, mais on se pose la question, une COP qui se tient à Dubaï, dont le président est le PDG de la plus grande entreprise pétrolière, est-ce que c'est pas absurde? Qu'est-ce que ça envoie comme signal quand on sait que on est en train de lutter contre du cynisme? euh, Comment ça se fait qu'on ne prend pas ces choses-là en considération? Il me semble qu'il y a quand même des façons d'organiser ces COP-là qui peuvent qui pourraient envoyer de meilleurs signaux finalement. Mm-hmm. Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez? Justement, par rapport à la présidence très contestée aussi dans le cadre de cet outil. D'un côté, ça les force à venir à la table. Si on regarde du côté politique, je pense plutôt que du côté américain, des grandes avancées environnementales ont tous été faites par des gouvernements républicains parce que les démocrates ne disaient pas non. Alors que quand c'est le contraire, il y a toujours une espèce de débat. J'ai envie de donner la chance aux coureurs. Et puis, oui, c'est sûr que ça fait mal. Ça donne une très mauvaise impression d'un côté. Mais bon, les Émirats arabes unis sont un pays qui font partie du problème et qui doivent travailler à la solution comme les autres. Peut-être qu'Annie a une perspective différente. C'est sûr que c'est un débat qui est extrêmement houleux quand on parle du rôle de la présidence de la COP cette année. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des présidences tournantes. Hein? Donc, chaque région du monde accueille une année à la fois une conférence. Et encore faut-il qu'il y ait un pays qui accepte de lever la main pour accueillir une telle conférence. Il y a de moins en moins de pays qui veulent le faire de par les coûts immenses qu'entraîne ce genre d'événement-là. Et donc, on accepte des pays parce qu'ils sont peut-être les seuls aussi à vouloir soutenir ce genre d'événement-là. Donc, il faut être conscient aussi de notre responsabilité. Et si on estime collectivement que l'enjeu des changements climatiques est une priorité, il faut que le pays de la région d'accueil accepte qu'il y ait plus de pays qui lèvent la main, mais on comprend en même temps ce que ça veut dire dans certains cas. L'année passée, il y a eu aussi le débat quand c'était à Sharm el-Sheikh, qui est une station balnéaire égyptienne, où il y a des enjeux au niveau des droits humains également. Donc, c'est vraiment assez particulier ce fonctionnement-là et je suis assez d'accord que c'est important que les pétrolières soient à la table. En même temps, c'est tout le temps le défi d'avoir ces acteurs-là. Est-ce qu'on éviterait les cigarettiers à négocier un accord sur un accord international sur le tabac? Je pense pas. Fait il y a quand même ces éléments-là. En même temps, les États sont pas dupes, les pays ne sont pas dupes sur ce rôle-là.
mieux vaut pouvoir accélérer le pas avec eux à la table que sans eux et qui continuent à faire comme si rien n'était non plus. Fait que, disons que la coupe, elle est à moitié pleine et à moitié vide sur ce dossier-là. Oui, c'est vraiment pas évident de démêler tout ça. On a une autre question de la part du public que j'aimerais vous poser. C'est, on voit de plus en plus la judiciarisation, mon Dieu, c'est pas facile à dire ce mot-là, de cette thématique des États qui sont traduits en justice par leurs jeunes ou la société civile. Est-ce que ça a une influence sur les COP, ces mouvements-là plus judiciaires? Ben, je pourrais peut-être me lancer sur cette question-là. Ça n'a pas nécessairement un effet direct, mais ça a un effet significatif. Je vous fais un parallèle au Canada quand on a eu la poursuite de l'Alberta, notamment et de l'Ontario, sur la tarification du carbone. Et si vous allez lire le jugement de la Cour suprême qui a été rendu sur cette question-là, on voit qu'ils prennent ils font une lecture aussi de la gouvernance climatique mondiale, acceptent le fait que le Canada a ratifié l'accord de Paris. Ils tiennent pour acquis également que c'est un enjeu sécuritaire, que c'est un enjeu qui affecte le Canada dans son entier, etc. Donc, si c'est pas nécessairement les COP, ben les outils du droit international qui créent ces COP-là font en sorte que les pays doivent de plus en plus montrer patte blanche. Il y a des pays dans lesquels automatiquement il y a eu des poursuites qui ont fini par gagner. Dans d'autres cas, ils ont perdu. Dans le cas du recours canadien là, par les groupes de jeunes, ce dossier-là n'avait pas passé, mais ça ne veut pas dire que sous une autre forme, il n'y aura pas encore ce genre de poursuite-là. Cette multiplication-là des enjeux montre à quelque part aussi une certaine déconnexion entre l'élite politique par rapport à l'enjeu des changements climatiques et ce qui est vécu sur le terrain par les jeunes générations ou les groupes les plus vulnérables. Donc, ça ajoute, parce que le procès en ce moment qu'on pourrait suivre dans les prochaines années au niveau international, c'est celui qui est l'idée par les petits pays insulaires avec la Cour de justice internationale. Donc, ça va donner des leviers importants. Ça va être intéressant à avoir pour vraiment mieux mesurer le poids que peut avoir le droit international pour appuyer ces dossiers-là. C'est clair que on peut pas passer à côté une fois que c'est rendu en justice. Est-ce qu'il y en a un autre des panélistes qui voulait rebondir là-dessus? Sinon, on peut passer à la prochaine question. Alors, on a une autre question du public plus précise. Comment on peut encourager les nations signataires des COP à continuer d'honorer la contribution, ou plutôt commencer à honorer la contribution, puis supporter les nations les plus vulnérables? J'imagine que ça prendrait une boule de cristal pour vraiment savoir quels seront les résultats, mais on peut quand même spéculer ce matin. Il existe une manière très traditionnelle d'influencer les politiques, c'est d'écrire au Premier ministre. Ça paraît très ancien, ça paraît très démodé, mais écrire surtout à la main, aussi étrange ça puisse paraître, c'est quelque chose qui peut se faire gratuitement. Et il y a des gens qui sont payés pour lire ceci et pour dire, s'il y a tant de personnes qui nous écrivent, c'est qu'il y a tant de personnes qui croient en ceci et cela. Ce sont des petits gestes qu'au niveau citoyen, on peut faire à l'intérieur de chaque communauté. Maintenant, aux échelles plus grandes, je suppose que là encore, on a différents rôles. On a des rôles électoraux, on a des rôles citoyens, on a des rôles économiques. Et puis, s'il y a moyen, pour les rôles économiques, c'est peut-être plus difficile, mais encourager les gouvernements qui vont faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Peut-être que je me permettrais juste d'ajouter un volet sur le 100 milliards. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas obligé de venir uniquement des coffres de l'État, des budgets des États, des contribuables. Il y a plein de façons de développer un financement climatique qui soit innovant, que ce soit par des marchés du carbone, que ce soit par les mécanismes qui seraient, par exemple, là, tout à l'heure, j'avais donné l'exemple des transactions financières internationales, que ce soit par la mise sur pied, par exemple, de tarification carbone aux frontières où une portion des revenus générés s'en irait dans un fonds pour les pays en développement. Donc, il faut aussi accepter le fait que ce n'est pas, que la notion de responsabilité ne revient pas nécessairement aux citoyens et à travers le budget étatique qu'on met de l'argent, parce que politiquement, il faut comprendre électoralement que c'est pas très vendeur de dire, nous, sur le budget de 100 milliards que nous, on a, on va prendre 2 millions qu'on mettra pas en éducation et on va aller le mettre pour des pays en développement. Par contre, est-ce qu'on peut être des contributeurs significatifs en mettant sur pied des mécanismes dans lesquels on s'auto-taxe pour des modes de consommation ou de comportement qui sont problématiques? Donc,
je pense qu'on est capable de faire éclater cet élément-là pour qu'éventuellement, on puisse dépasser substantiellement la somme de 100 milliards annuels. Est-ce que Joseph t'aimerais rajouter à cette question? Je te vois pas dans mon écran. Ton Si micro on est peut fermé. juste répéter la question. La question, je vais retourner la chercher. C'est comment obliger les pays à contribuer leur juste part aux 100 milliards d'adaptation. Oui, je pense que je vais passer cette question étant donné que mon focus est beaucoup sur la politique municipale. Mais dans ce cas-ci, on va passer à une question en rafale, en fait, qui serait la dernière question. Alors, les règles de cette question, c'est de répondre en une phrase au moins. Et le but, c'est qu'on va la poser à tous les conférenciers des six événements. Comme ça, on va pouvoir avoir un bloc de réponses. Alors, la question serait, quelle action, choisir une action, devrait prendre votre université ou votre domaine de recherche pour en faire davantage pour contrer la crise climatique et ou promouvoir la transition écologique? Donc, à vous de choisir une action. Pour moi, ça serait celle qui me vient en tête le plus rapidement, c'est de faire en sorte que tout projet entrepreneurial qui est accompagné par l'université se doit d'avoir un modèle d'affaires qui cadre avec la transition écologique. On ne peut plus lancer des entreprises qui ne contribuent pas concrètement à cette transition-là. Je pense que où on est rendu, c'est en quelque sorte une évidence. Oui, puis HEC est tellement l'école pour l'entrepreneuriat que ça viendrait cadrer vraiment tout ça. Frédéric? Prendre un rôle citoyen et forcer tous les étudiants de l'université à suivre un minimum, au moins d'un cours, sur ces questions et sur comment intervenir dans ces questions. On voit beaucoup le réseau. Il y a les universités il y en a une qui a eu une certification, j'oublie, mais justement, l'ajout des cours, ça fait partie des méthodes, des moyens qui sont souvent mentionnés. Puis Annie? Moi, je viserais les collègues. Peut-être que certains n'aimeront pas la réponse que je vais donner, mais je pense que nous, comme chercheurs, on a aussi une responsabilité et donc de voir la pertinence et l'utilité, par exemple, de notre empreinte environnementale. Je pense notamment parfois à des séjours de recherche, des conférences, etc., avec l'accès en ligne à un nombre incroyable de conférences, de mieux jauger ce qui est essentiel de faire des déplacements, mais aussi de se poser la question comment nous, comme chercheurs, dans nos recherches, on peut diminuer notre propre empreinte carbone. Parce que si tout le monde doit faire sa part, ben, nous, c'est un levier qui est plutôt facile de réduire nos émissions. Alors, plein de moyens, 3 différents, c'est super. On pourra mettre tout ça quelque part à la fin de Nadia. Sur la page HEC, je lance des idées comme ça. Merci à tous d'avoir été là. Nadia, est-ce que tu veux faire le petit mot de la fin? Oui, en fait, je pense que c'est ça. On va voir vraiment plein d'idées au cours de cette série de webinaires. Je tiens à remercier à nouveau nos 3 panélistes d'avoir partagé vraiment votre expertise. Et on va vraiment, en fait, je pense que ça met bien la table. Le but, c'était vraiment de nous préparer à vue de la COP28. Et en fait, je tiens à remercier aussi, comme vous pouvez imaginer, le travail des préparation, d'identification de nos panélistes se fait pas seulement à une personne ou à 2, on le fait vraiment en équipe avec vraiment mes collègues de différentes universités, mais je tiens particulièrement à remercier Patrice Cordeau, qui est vice-recteur adjoint au développement durable à l'Université Sherbrooke, et à François Miller, qui est le directeur exécutif du développement durable à McGill, qui en fait nous ont aidés à bien préparer les webinaires d'aujourd'hui. Et ne manquez pas les prochains sur la justice sociale, qui sera en mode hybride à la Maison du développement durable à midi ou bien par Zoom. Donc, je vous remercie à nouveau. Merci beaucoup tout le monde, c'est un grand plaisir. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon après-midi, bye bye. Bon après-midi.